Sur nos objectifs, il s'agit effectivement de faire un point général de la situation, d'essayer de comprendre quels sont ces premiers enjeux spécifiques au secteur spatial et puis d'essayer de vous apporter autant que faire se peut. Alors, dans un premier temps, sur ce webinaire et puis peut-être plus tard à l'échelle de mail ou d'un follow-up vidéo en fonction de vos besoins, sur des questions qui peuvent être un petit peu plus techniques, un petit peu plus précises. Et puis, il y a aussi un élément d'actualité, Jean-Daniel l'a expliqué, hein, qui est effectivement très, très fluctuant. Donc là, ça nécessitera aussi d'avoir une mise à jour. On pense également, peut-être à terme, à faire également un livre blanc quand les choses seront un petit peu plus stabilisées. Once again, for the English speakers, the objective of this webinar is really to deliver you a general evaluation of the situation and maybe attempt to deliver you some answers. Also, stay tuned to what's going to do on the next few weeks and months to come, because we are thinking about maybe a next webinar or maybe a white book regarding the question also that you're going to have today. So it's very important for you guys also. If you want to participate, feel free to fill in with the question section. On est avec des juristes, donc naturellement, il va y avoir un petit disclaimer, n'ayez pas peur. Simplement, et ça peut paraître évident, mais c'est important de le rappeler, surtout que on est dans une période qui peut être assez tendue et comme on l'a dit, assez inédite pour le secteur. Donc, on comprend bien qu'il puisse y avoir une certaine réticence et puis une certaine peur parmi des acteurs. Les informations qu'on vous présente aujourd'hui sont par nature hautement parcellaires et elles fluctuent d'heure en heure. En ce qui concerne les informations stratégiques, effectivement, Jean-Daniel, si tu veux apporter un point aussi là-dessus, mais je pense que tu confirmes qu'effectivement, il y a une grande fluctuation des données vraiment heure par heure. Absolument. Ouais. J'ai essayé d'actualiser au maximum, mais bon, les choses changent très vite. Effectivement. Et en ce qui concerne le côté régulatory, le côté vraiment juridique du terme, là, naturellement, il faut une analyse au cas par cas, notamment pour celles et ceux présents dans le webinaire à l'heure actuelle et qui peuvent avoir des clients ou avoir des intérêts en Russie. Naturellement, là, il y a une nécessité d'avoir une analyse contractuelle poussée. Mais déjà, ça vous donnera un premier niveau de sensibilisation. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à réagir. Once again, for the English speakers, please realize that the information that's going to be delivered today are highly fragmented and highly fluctuant. So the idea is not to deliver you something that is 100% accurate on the longer term. It's really to give you some sort of snapshot of what's going on right here, to have some sort of regulatory and strategic briefing here. Of course, the same issues regarding regulations. We can deliver you a general appreciation, but if you want to have something comprehensive and something that is really adapted to your own situation, that's going to need a case-by-case analysis, because each contract is different, especially if you have assets in Russia, if you have partners in Russia, if you are involved in whatsoever space venture with Russia, that needs to be analyzed case specifically. En ce qui concerne le programme sera en deux grandes parties. Et puis suivi, comme on l'a dit, c'était notre volonté commune avec Jean-Daniel, c'était de vous laisser aussi la parole, de laisser vous exprimer par rapport à vos besoins, par rapport à vos questionnements. La première partie, naturellement, c'est de commencer par une vision plus générale et de s'engager sur les aspects, sur les enjeux juridiques, et ça sera bien sûr piloté par Jean-Daniel. Et puis après, je vous ferai une partie un petit peu plus juridique et réglementaire dans laquelle on verra un peu rapidement à la fois les grandes réglementations qui ont été adoptées, notamment en Europe, c'est quand même là le cœur de la situation, et puis les conséquences réglementaires et in fine aussi les conséquences contractuelles. On finira bien sûr par la session de Q&A. Regarding the program of this webinar, two main parts. The first part will be strategic, everything related to what's going on the field, a very, very summarized situation. That's already good to know what's going on right here, and also the impact on the strategic side for the sector. That's going to be presented by Jean-Daniel, of course. And the second part will be focused on legal and regulatory issues. We're going to have a vision of what's going on in Europe regarding regulations. That's going to be a very high-level overview. That's always interesting to know. And also a more contract-oriented analysis. What's basically what we should do if you have any contracts involving Russian technology or Russian partners. And then, of course, the Q&A section, that's going to be very important. Avant toute chose, je te laisse la parole. Jean-Daniel, tu as le floor pour parler des enjeux stratégiques.
Bon, très bien. Je ne vais pas faire une analyse, je dirais, que vous entendez actuellement partout dans toutes les télés, tous les médias. Je pense que vous connaissez très bien la situation. Je vais juste faire un petit point rapide de ce qui se passe sur le terrain. Je pense que tu peux passer à la slide suivante. Voilà. Alors, en clair, les opérations militaires, bon, qui ont débuté maintenant il y a 6 jours, je pense, de mémoire, elles se sont orientées sur quatre axes d'efforts principaux qui sont notés sur la carte, dont le premier du nord vers Kiev, le deuxième plutôt vers Kharkov, un peu plus au nord-est, le troisième autour des provinces qui sont russophones du Donbass et du Lugansk, et le quatrième depuis la Crimée. Donc ces axes d'effort ont permis aux forces russes d'avancer, puisque grosso modo, la situation telle qu'elle est présentée là, c'était la situation hier soir, que je n'ai pas eu le temps et que je n'ai pas eu les informations pour actualiser ce matin. Mais grosso modo, Kiev n'est pas encore tombé. Au moins, je pense que j'aurai eu le flash depuis ce matin. Kharkov est très mal et Kherson, effectivement, est tombé. Alors, quand je dis Kharkov est très mal, c'est-à-dire Kharkov, aujourd'hui, ce matin, était complètement encerclé. C'est-à-dire que les forces russes avaient dépassé Kharkov et la ville était complètement noyautée, on va dire. Donc, tout ça pour le point un petit peu tactique. Moi, ce que je voudrais, je ne dis pas élever le débat, ce n'est pas le problème, parce que le débat, il est au sol, c'est une guerre, donc c'est un débat qui est très, je dirais, très opérationnel. Simplement, j'ai un certain nombre de questions que je me pose lorsque je regarde cette opération depuis le début. Je fais un parallèle naturel avec ce que savait faire l'OTAN il y a une vingtaine d'années, parce que ça, faut bien en savoir en tête. L'opération russe, même si, je dirais en termes de contexte géopolitique, on n'est pas du tout dans le même contexte géopolitique que les opérations de l'OTAN en ex-Yougoslavie, mais grosso modo en termes de déploiement et d'opérations aériennes en particulier, ce que je connais un peu mieux que les autres opérations, sont comparables à ce que l'OTAN avait mené sur l'ex-Yougoslavie au début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000. C'est-à-dire d'abord une campagne aérienne. Une campagne aérienne qui a frappé les aérodromes, les centres radars, les centres de communication du pays, enfin de l'Ukraine, etc. Donc cette campagne aérienne a été très courte, à mon avis, pas assez longue, puisqu'en fait la supériorité aérienne n'a pas été acquise, pas tout de suite. Le meilleur exemple, c'est qu'il y a encore avant-hier des drones ukrainiens frappaient des forces russes au sol. Donc cette supériorité aérienne, et ça reste une question pour moi, pourquoi le paquet n'a pas été mis pour qu'elle soit réellement acquise. Au Kosovo, enfin sur l'ex-Yougo, 2 heures après le début de l'offensive, la supériorité aérienne était acquise, il n'y avait plus un seul avion, un aéronef serbe qui pouvait décoller. Donc là, c'est la première question. Tous les points que j'ai sur la slide sont des questions pour moi, sur lesquelles je pense qu'on aura des réponses un peu plus tard, mais bon, pour l'instant, je n'ai pas d'éléments de réponse. Je les soumets à votre sagacité pour éventuellement discuter. Si vous avez des éléments, je dirais, de compréhension supplémentaire, je serais ravi de pouvoir échanger avec vous. Donc, première question, la supériorité aérienne qui a pris plus de temps à venir qu'elle n'aurait dû. Deuxième question. Just for the English participants, so what Jean Daniel was saying is that, and je parle sous ton contrôle, Jean Daniel. Non, je t'en prie, vas-y. Basically, we have Kiev is still standing, but Kharkov is apparently falling under Russian control right now. And Jean Daniel was mentioning that he has several questions regarding the conflict and the way the conflict is engaging right now. And the first question is regarding the Air Force support. Exactly, that was meant to be, and based on Jean Daniel's expertise, that was supposed to be quite superior, and apparently, which is a little bit lower in intensity that was supposed to be. That's good. One correction: Kharkov is not yet totally controlled, but the forces, red forces, let's say, go over the city. But the city is yet controlled by the Ukrainian government. Okay. And regarding the air superiority, so your point is really to say that you are quite surprised that it's not as superior as you thought. It was not as quick as it was supposed to be. It means that 2 days after the beginning of the crisis of the war, the air superiority was not fully acquired, and I think that now yet it is the case, because we do not see any flying machine, whatever UAV or aircraft in the air from the Ukrainian side. Okay.
The other question, excusez-moi, je vais continuer en français, c'est plus facile pour moi, après on verra pour l'anglais. Le deuxième question, puisque je vous ai dit qu'il y avait tous ces points, j'aurais dû mettre un point d'interrogation au fond, c'est qu'il n'y a pas encore de supériorité informationnelle. Toujours mon parallèle avec la crise en Serbie, je dirais 2 heures après le début de la guerre, enfin de l'engagement de l'OTAN, donc au-dessus de l'ex-Yougoslavie, le gouvernement serbe n'avait plus de moyens de communiquer. C'est-à-dire qu'on ne les voyait plus dans les chaînes internationales, il n'y avait plus d'échanges, etc. Or, vous avez vu comme moi que le président ukrainien a pu discuter avec l'Union européenne pendant quasiment tous les. Il n'y a qu'aujourd'hui où je n'ai pas encore vu, mais peut-être que vous avez regardé, parce qu'aujourd'hui j'étais un peu pris par la préparation de notre rencontre. Donc, je n'ai pas encore regardé si effectivement il a fait de communication ce matin ou dans la journée, mais jusqu'à hier, en fait, il pouvait communiquer. Alors, je ne sais pas comment, enfin, si tout le monde va me dire, ouais, mais c'est Elon Musk qui a fourni des liens Starlink pour pouvoir communiquer. Peut-être, il n'empêche que même si c'était le cas, on sait comment casser. Normalement, dans une campagne aérienne, on sait faire ce qu'il faut pour ne serait-ce que couper l'électricité, et ce n'est pas encore le cas. Dans les grandes villes, en particulier à Kiev, on saurait le faire. Et donc, on l'avait fait en ex-Yugo, ça n'a pas été fait dans ce cas-là, c'est une question aussi. Pourquoi est-ce que les forces russes n'ont pas coupé complètement l'accès aux moyens d'information du gouvernement et du président ukrainien? Ça reste une question. Tant mieux pour lui, tant mieux pour un petit peu, je dirais, la campagne d'information qu'il mène et qui a pas mal de succès dans le monde, mais quand même, ça reste une question qui n'a pas encore. L'autre, enfin, si tu veux passer en anglais, Numa, je te laisse faire pour ce point-là. Wait, so the second point that Jean Daniel was mentioning is regarding the information. Based on this experience, the information was on similar conflict for instance, Yugoslavia was a little bit more control at the very beginning of the conflict. Right now, we see that the Ukrainian government is still able to communicate directly from the field. And that is something that is a little bit surprising regarding the past and the few experience that we had in this area of Europe. Mon appréciation sur ces 2 premiers points avant de passer aux 2 derniers, aux 2 suivants, c'est qu'aujourd'hui, la campagne russe, c'est une campagne militaire. C'est-à-dire ils se sont concentrés sur la suppression des moyens militaires. C'est-à-dire qu'ils ont cassé les aérodromes, ils ont empêché la chasse, les avions de chasse ukrainiens de voler. Peut-être qu'ils ont laissé de côté les petits aérodromes desquels pouvaient partir les drones, puisque les drones ont continué à voler, et qu'ensuite ils n'ont pas maintenu un effort de surveillance suffisant pour pouvoir intervenir chaque fois que ces drones volaient. En ce qui concerne l'information, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils ont la campagne a dû frapper les centres de communication militaires qui sont connus, qui sont identifiés, qui permettent aux militaires de communiquer entre eux. Mais aujourd'hui, vous le savez très bien, n'importe quel militaire, même si c'est interdit, et c'est interdit, je dirais, dans les armées qui ont un contrôle très poussé de leurs individus jusqu'à l'individu. Visiblement, au niveau ukrainien, ce n'était pas le cas. Et puis, bon, on a bien vu qu'il a assemblé des milices un peu de briques et de broc. Donc, l'absence de moyens militaires a certainement été compensée par le recours à des moyens civils, et les moyens civils ont continué à fonctionner. Ce qui est une bonne nouvelle, tant mieux, parce que l'information peut nous remonter, mais ça pose quand même une question de savoir pourquoi l'effort n'est pas allé jusque-là aussi. L'autre point qui a posé problème, et ça par contre tout le monde est d'accord pour le reconnaître, c'est la résistance ukrainienne au sol qui n'a pas été anticipée. Elle n'a pas été anticipée ni par, je dirais, les Russes, en tout cas pas assez, et ni par l'Occident. Tout le monde, chez nous, dans notre camp, pensait que les grandes villes, enfin que le pays ne tiendrait pas et que les grandes villes tomberaient beaucoup plus vite. Kiev devait tomber au bout de 2 jours. Aujourd'hui, il n'est toujours pas tombé. Kharkov, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est toujours pas tombé non plus, même s'il est complètement encerclé. Donc, je ne veux pas minimiser l'effort russe, parce que l'effort russe se passe très bien sur le front sud et le front est. De ce côté-là, ils avancent comme ils veulent, mais pour l'instant, la résistance ukrainienne existe réellement, et elle pose des problèmes aux Russes. Ça, c'est, je dirais, tout le monde s'accorde là-dessus que c'est une grosse surprise de cette guerre. Ensuite, dernière question, les problèmes logistiques. Tout le monde a en tête, je suppose, cette fameuse colonne de 60 km de blindés les uns derrière les autres qui descendaient vers Kiev, qui, à ma connaissance, n'est toujours pas arrivé vers Kiev, et puis qu'hier, selon des renseignements américains, se serait arrêté pour des problèmes d'essence, des problèmes de ravitaillement
en nourriture, etc., etc. Au début, ça m'a fait un peu gros quand même, parce que je connais depuis un moment, on suit nos amis russes depuis pas mal de temps, on connaît un petit peu leur façon de procéder. Et autant on peut comment dire, avoir des questionnements sur la circulation de l'information, autant la logistique, elle a l'habitude d'être assez bien faite. Et donc là, visiblement, ils ont été bloqués. Il y a d'autres endroits où on a vu effectivement des blindés en panne d'essence. Alors, au-delà de l'anecdote qui était assez comique de voir les blindés tractés par les tracteurs des paysans ukrainiens, que vous avez tous vu, j'imagine, parce que ça a été largement médiatisé, ça pose quand même là aussi une question de préparation réellement de cette offensive, ou je dirais, d'avoir un petit peu sous-estimé l'enjeu et les besoins de cette offensive. Peut-être que les Russes ne pensaient pas que ça durerait aussi longtemps, et que le soutien logistique n'était pas initialement dimensionné pour soutenir une opération qui durerait plus de 3 jours. Je n'en sais rien, je n'ai pas d'informations précises. C'est pour ça que j'ai encore mis un point d'interrogation. Par contre, pour revenir sur les supériorités, puisqu'on parle de supériorité, le convoi que tout le monde a vu, alors j'aurais peut-être dû mettre l'image parce elle est assez impressionnante, mais je pense que vous l'avez tous vu dans les médias, ce fameux convoi de 60 km qui descendait vers Kiev depuis le nord, exactement, je dirais, au niveau de la carte, là où il y a le numéro 1. Donc le convoi descendait par là. Le fait que c'est une longue file de véhicules les uns derrière les autres, je dirais, sur une distance aussi forte, ça dénote très bien que depuis qu'il est parti, les Russes étaient sûrs d'avoir enfin la supériorité aérienne, ça c'est clair, mais aussi la supériorité au sol. Parce qu'une colonne comme ça, vous imaginez bien, de véhicules les uns derrière les autres, c'est extrêmement vulnérable s'il n'y a pas je dirais, de protection sur les flancs. Or, ce que l'on voit sur les images qui ont été fournies par Maxar, c'est que les protections ne sont pas là et qu'ils avançaient réellement les uns derrière les autres comme je dirais, un convoi de logistique tranquille, alors que ce n'était pas un convoi de logistique, c'était un convoi de combattants. Donc là aussi, la question est de savoir, malgré cette facilité de déplacement, pourquoi ils ne sont pas aujourd'hui dans Kiev. Alors j'aurais dû rajouter cette question aussi, pourquoi Kiev n'est toujours pas prise. Alors il y a eu plusieurs hypothèses, il y a beaucoup qui ont imaginé qui pensent, et je pense que je ne suis pas loin d'être comme eux, que Kiev n'était pas un objectif stratégique. L'objectif stratégique de l'opération, c'était de se saisir des provinces russophones, et je dirais un peu plus loin, probablement, puisque là aussi ça a longtemps été regretté par les Russes, de faire un lien territorial entre la Crimée et ces provinces russophones, de façon à pouvoir transiter entre la Crimée et la Russie sans avoir à passer par la mer d'Azov, qui est l'espèce de mer là au niveau là où il y a marqué Berdiansk. Ça, c'est la mer d'Azov. Bon, qui est aujourd'hui, pour aller de Crimée en Russie, il fallait passer soit par le pont qui est juste un petit peu en dessous du numéro 4, soit par la mer d'Azov. Le fait maintenant d'avoir cette bande rouge entre Kherson, Mariupol et puis Donbass, ça permet d'avoir un accès terrestre beaucoup plus facile. Donc, Kiev n'était pas forcément, à mon avis, un objectif stratégique de base. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau de faire un constat, c'est toujours facile, mais quelle est la suite? Alors la suite, elle est dans la tête de Poutine, et je ne vais pas me mettre dans cette tête, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais je pense que maintenant, il faut l'aider à sortir de cette crise, l'aider à sortir par le haut, en lui donnant des gages et comment dire, en lui permettant une sortie honorable. Et la bande dont j'ai parlé, là, qui va de Kherson jusqu'au Donbass, est peut-être un gage territorial qui pourrait le satisfaire en termes de démilitarisation future. Mais ça, c'est encore un point ouvert, vu que les pourparlers ne sont pas encore ouverts sur ce sujet à l'heure où on parle. So just a few points that was mentioned by Jean-Daniel at the moment. The first element of surprise is that the military response from Ukrainian government was, of course, inferior as what Russia deployed on the field, but there is a very important resistance on the field that was maybe not anticipated, according to Jean-Daniel. We also saw a lot of military convoys all around Ukraine, especially this major 60-kilometer plus long tank column at the very north of the country, where there is the number 1 point.
And Jean-Daniel was quite surprised to notice on the Maxar satellite images that this military maneuver was really actually not protected as an attacking and deploying army, just like more some sort of logistics, which was quite surprising. And also Jean-Daniel is raising the question of why the Kiev, the capital, didn't fall yet. One of the options at the moment that he's thinking about is that the main purpose of this operation would not be to take the entire control of the country, indeed, but would be to guarantee to Crimea a more viable access, because right now the only possible way to go from Russia to Crimea was to cross by a bridge, which is a little bit below the number 4, or to use the Azov Sea, which is basically the entire piece of water at the Berdyansk area. So that, long story short, what are right now the elements, the strategic element for the field. Jean-Daniel, if you have anything to further comment, let me know. No, the tactical situation, I think it's okay. We can go now to the space situation, maybe, if you want to go deeper in detail in what the matters that concern us the most. I will switch to French. I'm sorry, I prefer, so I'm more comfortable, but I will be pleased to answer question in English if you want. Ok, en français, donc on va revenir dans l'espace, puisque c'est quand même un petit peu l'objet de nos discussions et de notre webinaire de ce matin. Donc, un petit point sur la puissance spatiale russe qui est impressionnante. C'est la deuxième en termes de quantitatif, en quantitatif après les Chinois, et juste un petit peu devant les Américains. Donc, 165 satellites au total, dont 56 satellites militaires, qui sont militaires ou qui ont une capacité duale, c'est-à-dire qui sont des satellites commerciaux ou civils, qui peuvent être utilisés par les militaires pour compléter un petit peu leur capacité propre. Et donc, ces satellites, ils sont dans tous les domaines, dans le GNSS, c'est-à-dire la navigation et le timing et le positionnement, c'est-à-dire le GPS, quoi. Donc c'est le GLONASS russe qui est opérationnel et a été modernisé. Actuellement, les 26 satellites GLONASS, je crois qu'il y en a plus de 22 qui sont de la nouvelle génération, donc qui sont bien modernisés. Des satellites de communication aussi en grand nombre, plus d'une vingtaine, je pense, de mémoire. Des satellites d'écoute électronique, des satellites d'alerte avancée, des satellites de recueil d'imagerie et quelques satellites inspecteurs comme le Louche Olympe qui, lui, est médiatisé et que tout le monde connaît. Donc, un déploiement de satellites militaires, je dirais, qui n'a pas bougé énormément, parce que ce qui est intéressant de surveiller, c'est si dans le passé récent, il y a eu des manœuvres de satellites pour essayer de repositionner, d'augmenter une certaine fréquence de prise de vue, par exemple, pour les satellites d'imagerie, pour faire plus de prise de vue sur l'Ukraine. Mais on doit quand même se rendre compte que l'Ukraine n'est pas si loin que c'est que la Russie. Donc la couverture était déjà, par définition, favorable. Ce n'est pas comme si les Russes étaient allés faire la guerre, mais comme là, sur l'Australie, par exemple, où là, je pense qu'ils auraient été obligés de réactualiser un petit peu tout le positionnement de la majorité de leurs satellites pour l'adapter à une crise. Mais ça n'a pas été le cas, donc il n'y a pas une manœuvre particulière. Il ne faut pas oublier que les Russes ont des capacités anti-satellites de 3 types. Les missiles, on a eu une démonstration un petit peu avant la crise, et là aussi j'en profite pour dire que dans la gesticulation, c'est un grand mot qu'on utilise de moins en moins, mais c'est un petit peu ça, la gesticulation diplomatique qui se déroule actuellement pour savoir quel est le plus puissant. La démonstration de tir anti-satellite, de mémoire, elle était au mois de novembre, en fin novembre. Faut peut-être la mettre dans ce contexte-là aussi, parce que jusqu'à présent, les Russes n'avaient jamais, et c'était de mon côté une analyse, je dirais, de responsabilité, n'avaient jamais détruit et produit des débris en orbite en détruisant un satellite, contrairement à ce qu'avaient fait les Chinois ou ce qu'ont fait les Indiens un petit peu avant aussi, ou les Américains quand ils avaient détruit des satellites. Tout le monde produisait des débris, et ces débris, on le sait très bien, qui enquiquinaient un peu le monde entier, puisque en particulier ceux du tir chinois de 2007 se sont multipliés, et aujourd'hui ils sont tellement nombreux que quand on s'approche du nuage de débris, on sait qu'il faut faire des manœuvres d'évitement, et donc ça antiquine tout le monde, quoi. Donc les Russes s'étaient tenus un petit peu à l'écart, ils avaient fait des essais de missiles antisatellites, mais n'étaient allés jamais jusqu'à l'impact.
Moralité, de ces essais qui ne sont pas allés jusqu'à l'impact, personne n'en avait entendu parler. Jusqu'à celui qu'ils ont fait en novembre, où là, effectivement, ils ont détruit un satellite, et tout le monde en a entendu parler. Donc, je pense que pour moi, il y avait une volonté de médiatisation, parce que sinon, ils auraient encore fait un essai sans aller jusqu'à l'impact. C'était très bien, la capacité était la même. Là, ils sont allés à l'impact, et donc ils voulaient qu'on en parle. Et ça fait peut-être partie du contexte global de la crise qui a suivi, pour montrer une certaine capacité. Ils ont aussi des lasers. Honnêtement, là aussi, je suis un petit peu retiré des affaires depuis maintenant quelques années. Donc, je ne sais pas s'ils les ont déployés parce qu'ils sont positionnés sur certains sites sur le territoire russe. Ils ont la possibilité, ils sont mobiles et donc on sait qu'ils peuvent se déployer à proximité. Enfin, ils peuvent se déployer puisqu'ils sont sur les camions et sur les trains. Ils peuvent même être embarqués sur des navires. En toute honnêteté, je ne sais pas s'ils les ont bougés aujourd'hui. Je n'ai pas d'informations qui me sont remontées m'indiquant qu'ils ont bougé, qu'ils ont quitté leur emplacement initial pour être là aussi un peu plus positionnés de façon à agir dans le cadre de la crise actuelle. Et ensuite, il y a les systèmes de brouillage eux sont des systèmes beaucoup plus tactiques, même s'ils sont qui ciblent les télécommunications. Et là, c'est plus un problème de déni de service. C'est-à-dire on va aller brouiller des émetteurs des satellites GPS, on va aller brouiller Galileo, on va aller brouiller des communications sur les satellites, etc. Donc, cela, c'est des systèmes qui sont intégrés, je dirais, dans la manœuvre russe. Et c'est quelques véhicules avec beaucoup d'antennes et des générateurs de puissance, donc des groupes électrogènes pour balancer de la puissance dans les antennes. Et donc, ceux-là, ils font partie des unités russes qui se déploient dans n'importe quelle offensive. Donc, on sait qu'ils sont déployés. Donc, ces trois capacités existent. Et heureusement, aujourd'hui, il n'y a aucun signe d'activité suspecte, hormis ce que je disais tout à l'heure, le louche Olympe qui continue sa balade et qui aujourd'hui, enfin hier ou avant-hier, était encore à proximité d'un satellite de communication. Alors certes, pas un satellite de communication militaire, c'était l'Intelsat 39, mais c'est un satellite de communication qui est utilisé par beaucoup de monde, puisqu'il couvre tout le Moyen-Orient. Donc, le louche Olympe continue un petit peu sa balade. Pas d'agressivité, simplement il s'approche d'un satellite. Là, il s'est approché de l'Intelsat 39 jusqu'à 2 km, quoi, ce qui est extrêmement près sur l'orbite géostationnaire, et qui, une fois de plus, mais ça on le savait dans le passé, il l'avait démontré, démontre la maîtrise par les Russes de ces manœuvres de proximité. Donc, aujourd'hui, et ce qui est rassurant, il n'y a pas de signe d'activité suspecte russe et de modification de leur configuration de satellite dans l'espace. Je parle, une fois de plus, soyons prudents, à l'heure de ce matin, pas de nouveauté. Quoi. Et j'espère qu'il n'y en aura pas vraiment. Quoi. Parce que ce ne serait pas forcément un très bon signe. Enfin bon, on en parlera peut-être tout à l'heure. Un petit dernier point sur les enjeux tels que je les vois côté on va dire, plus militaire. Les enjeux de cette crise, on en parlera plus en détail par la suite. Mais effectivement, aujourd'hui, vous avez vu comme moi le retrait des opérateurs russes de Kourou, ce qui nous embête un petit peu parce qu'il y avait des lancements prévus sur Soyouz de Kourou qui étaient intéressants. Donc en avril, il y avait 2 satellites Galileo et dans le deuxième semestre, il y avait le satellite français militaire en plus, le troisième composant de CSO, de la composante spatiale optique, donc un satellite d'observation militaire. Donc aujourd'hui, les discussions vont en cours pour essayer de retrouver une configuration intéressante. Ce qu'il faut savoir, c'est que autant les satellites Galileo, sur Soyuz, on en mettait 2. Je pense qu'un doit être compatible du lanceur Vega. Donc, il faudra faire 2 lancements Vega pour les lancer, quoi, parce que ça a déjà été fait, je crois. Et ensuite, le satellite CSO pourra être lancé soit par Ariane 5, soit par Ariane 6. Donc, il y a des alternatives. On n'est pas aujourd'hui dans une logique, je dirais, de besoin impératif. On peut attendre quelques mois pour les mettre en orbite. Il n'y a pas d'urgence, que ce soit pour Galileo, que ce soit pour CSO3. Ce que je voulais aussi mettre en évidence, c'est qu'il y a des enjeux dans les différents embargos, les différentes contraintes économiques qui sont aujourd'hui qui s'imposent. Il y a des enjeux sur les moteurs, puisque la société Fakel, qui est basée à Kaliningrad, donc en territoire russe, fabrique des composants et en particulier des systèmes de propulsion, des moteurs ioniques pour les grands fabricants de satellites dans le monde, en particulier les deux nôtres, que ce soit TAS et ADS. Et je ne sais pas aujourd'hui si, et peut-être que dans l'assistance, quelqu'un pourra nous le dire dans l'auditoire, je ne sais pas si aujourd'hui il y a des solutions alternatives avec la SNECMA en France. Je n'ai pas idée de savoir si d'emblée
les fabricants de satellites français ont double approvisionnement, Fackel pour donc la firme qui est à Kaliningrad, et puis Snegma pour la partie européenne. Je n'en sais rien. Et en ce qui concerne aussi les transports, on a tous parlé, ça a été médiatisé, de la destruction du gros Antonov 225 là, qui était en Ukraine, qui a été détruit pendant les bombardements. Au-delà de ça, les avions qui avaient l'habitude, qu'on voyait souvent à Kourou, enfin à Cayenne, sur l'aéroport de Cayenne, pour amener les satellites au lancement à Kourou, c'était les deux gros avions Antonov 224, soit des Russes, soit les Ukrainiens. Donc dans les deux cas, il faudra trouver des solutions alternatives aussi. Et aujourd'hui, bon, on peut imaginer que un gros cargo pourrait faire l'affaire, mais une fois de plus, il y avait des habitudes qui étaient prises et puis ça marchait très bien avec les Antonov, donc il va falloir changer des habitudes. Voilà pour moi. Allô? Right. Okay, so the main points of this slide delivered by Jean-Daniel are that first, Russia is a very impressive space power with more than 150 satellites active, and part of them are actually dual use or purely military. The good thing is that right now, at the very moment that we are discussing today, there is no suspicious maneuver within this area of the satellites. So there is no military deployment or whatsoever in connection with this satellite. Jean-Daniel was also mentioning the anti-satellite weaponry capacity, as Russia always demonstrated an interest for this type of technology, but never went until very recently to the very edge of really launching a missile to destroy an actual satellite. Jean-Daniel also pointed out the laser capacity of Russia, but at the moment, it's difficult to know if they are still operational, if they are engaged on the field. But right now, there is no news on this very specific technology. But it's important to know that they have the technology regarding laser, and also a more traditional one is jamming. Jamming is something that could happen, and that could be easily done by Russian army. Also, Jean-Daniel mentioned two very important aspects that's going to be also further discussed during this webinar. First, regarding the engine, there is a very specific type of engine that are built in Russia. So quid regarding the replacement of this type of technology, and also something that was really mentioned on the media, the destruction of the huge Antonov plane. From what I understand from Jean-Daniel, it was more a question of habits. This is something that we could replace by cargo, but still that's going to take time to have new logistics, new habits to replace this type of transportation. I think, Jean-Daniel, I said everything that you mentioned. Yes, that's good. Okay. Perfect. So now we are at the second part. Donc pour la deuxième partie, qui sera sur les aspects juridiques et réglementaires, on va voir 5 points que vous voyez à l'écran, très rapidement sur la coopération spatiale. On parlera également après du contrôle export. Et ensuite, on verra 3 types d'enjeux qui sont intéressants pour vous, les acteurs du spatial. D'abord, tout ce qui va toucher vos investissements ou les investissements que vous allez recevoir. Les aspects plus juridiques, et là, j'entends plus la réglementation au niveau général. Et puis après, un petit sous-point, mais qui est extrêmement important, c'est sur les contrats que vous négociez et puis les contrats en cours. So in this part, we're going to see 5 main points. The first one will be very short and very quick regarding the cooperation in space that is actually impacted by the crisis. Then we also, of course, we'll discuss export control, especially regarding the new EU regulations. And then we'll discuss 3 topics that are very important for you as a space stakeholder, especially regarding your investment, regarding the legal framework that you are involved in as the space actor, and then a very specific pinpoint regarding the contract you negotiate and the contract you also have to implement. En ce qui concerne la coopération spatiale, quelques grands faits qui sont à l'heure actuelle en place, et je parle effectivement sous le contrôle de Jean-Daniel, n'hésite pas à intervenir quand tu veux. Première chose, Soyouz est suspendu actuellement à Kourou et on a assisté au rappel des équipes russes. Vous avez pu voir notamment sur les réseaux sociaux qu'il y a une attitude parfois un peu plus agressive de Roscosmos à ce niveau-là. Il y a également de grandes incertitudes sur des grands projets. Tout à l'heure, Jean-Daniel a parlé de Galileo, a parlé de CSO. Ça, c'est plutôt par rapport à des lancements. Il y a également des incertitudes sur ExoMars.
il y a des incertitudes aussi sur OneWeb. Alors, OneWeb est intéressant, et là, peut-être, Jean-Daniel, tu as peut-être un input intéressant à mettre. C'est OneWeb, on avait Rocosmos est d'accord pour procéder au lancement. Au début, c'était non, puis maintenant, c'est oui, mais à une condition qui est un peu surprenante, c'est notamment le retrait de la Grande-Bretagne. En fait, ils veulent s'assurer qu'il y a pas, enfin, il y a le moins d'usage militaire possible ou d'usage par les forces possibles de la constellation. C'est un petit peu ce qu'ils demandent, quoi. Pour être certain de ça, il faut qu'il y ait un engagement à ce qu'il n'y ait pas d'utilisation à des fins militaires de la constellation, quoi. Et le retrait je dirais, du gouvernement anglais du projet, bon, c'est un signe aussi qui les conforterait dans cette direction. Voilà. C'est ça qu'ils exigent. Voilà, exactement. Et puis après, il y a naturellement des menaces sur l'ISS, puisque la Russie fournit notamment le transport pour l'ISS, et l'ISS a besoin de toute façon de ravitaillement et surtout d'être remonté régulièrement. Donc ça, c'est une problématique qui reste ouverte. So just a few points regarding the space cooperation. Of course, Soyuz has been suspended in Kourou, French and European space launcher. Indeed, as a consequence, the Russian team on site has been recalled. And you have a lot of uncertainties regarding major projects such as ExoMars, also regarding the launches of major projects such as Galileo, the CSO for the French military. And also very interesting, OneWeb constellation is a little bit uncertain right now, as the Russian government first was really declining for further cooperation regarding the launch of satellites, and now they are going back, but they want, as Jean-Daniel mentioned, they want to be assured that OneWeb won't be used for military purposes, and that the UK government, which is linked to the non-military purposes, may withdraw from this cooperation. And also, at least, but very symbolic, there are also threats on the ISS, especially regarding the fact that Russia is ensuring launches and all the travels to the very ISS. So that's a point of attention for this. En ce qui concerne le contrôle des exportations, alors la situation à l'heure actuelle est toujours très, très trouble, parce qu'il y a eu une adoption en urgence, donc le 25 février, à la fois d'un règlement et puis d'une décision PESC, donc relative notamment aux activités militaires. Ce qui sort de ces documents, et bon, sachant qu'après c'est soumis à interprétation et qu'il y a quand même une clause de compétence des autorités nationales qui reste naturellement assez forte. En France, typiquement, c'est le service des biens à double usage qui est quand même en charge de l'application et donc bien évidemment de la délivrance ou pas de ces licences. Quoi qu'il en soit, on assiste à un changement de paradigme, et ce changement de paradigme, c'est quand même que les biens à double usage, dont bien évidemment le spatial fait partie, naturellement à destination militaire, mais pas qu'à destination militaire, tout ce qui concerne la Russie, à l'heure actuelle, ça n'est plus possible, il y a une suspension totale. La vraie question, et ce qui là fera lieu d'interprétation, comme je le disais en introduction, au cas par cas, c'est de savoir est-ce que c'est pour des décisions qui sont instruites à l'heure actuelle, est-ce que ce sont pour des licences qui sont déjà données. Alors, normalement, c'est un espèce de blackout complet. Après, on peut très bien imaginer qu'il est possible qu'il y ait certaines exemptions. Ce n'est pas à l'heure actuelle l'esprit du règlement, mais la question va quand même se poser parce que, alors peut-être qu'à court terme, effectivement, on a cette notion de blackout, mais à moyen et long terme, il est possible que la situation évolue. Donc, c'est pour ça que quelque chose qu'il faut manier avec un certain sang-froid, même si on sait très bien que dans les projets spatiaux, la notion d'export contrôle, la notion d'autorisation gouvernementale est extrêmement importante. Typiquement, quand on fait de l'export de satellites, quand on achète un satellite, s'il y a un blocage qui est fait, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Là, malheureusement, à l'heure actuelle, on a effectivement une réglementation qui s'est extrêmement durcie au niveau de l'export contrôle, mais c'est toujours pareil, quand on décide, notamment à un niveau UE, des règles aussi importantes, l'implémentation au niveau national et en plus au niveau micro avec chacune de vos entreprises et de vos agences, là, c'est quelque chose qui nécessite un fine-tuning plus important. Mais effectivement, il faut avoir conscience de ce nouveau paradigme qui est que l'exportation de matériel spatial, donc double usage spatial vers la Russie, est en principe suspendu, non autorisé. Que va-t-il advenir sur les licences en cours, sur les demandes de renouvellement, etc. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu plus, qui va de toute façon nécessiter une clarification. Le gouvernement a déjà ouvert de toute façon un service de guichet unique pour la France, en tout cas au niveau du service des biens à double usage. Et c'est quelque chose qui peut être discuté au cas par cas.
Regarding the control export regulation, so as I was mentioning in French, the situation drastically changed because we are from some sort of authorization regime to a suspension right now. The very high level, and I stress on it, it's a very high level type of regulation. It's a regulation from the Council of Europe, so that's very, very high level. That's very broad, but that also that needs more detail regarding the application and the enforcement. The idea and the main principle right now is that there is the suspension of any licensing for to export military and non-military dual-use items from and to Russia. So this kind of bilateral things. Of course, on the short term, that is very tense, but what's going to be the situation in the medium term, we don't know yet. And that's why every government, every EU government, they have their national, of course, implementation and national point of contacts. Regarding France, we have the Service des biens double usage, and that's this type of service. We'll be able to cooperate with them to better understand what's going to be your situation as a space stakeholder. But keep in mind the new paradigm, the new change, the new switch regarding the policy that basically ban dual-use transfer to Russia. Alors, en ce qui concerne les investissements étrangers, alors à l'heure actuelle, mais ça peut changer, il n'y a pas de modification du contrôle des investissements étrangers en France. C'est particulièrement intéressant si vous êtes une entreprise avec des investissements russes ou si vous avez dans un futur proche des fonds d'investissement, notamment détenus par des Russes, qui devraient venir dans votre entreprise ou dans votre start-up. Donc ça, pour l'instant, il y a une certaine stabilité du régime. Alors, à nuancer parce que simultanément, aujourd'hui même, la Russie a annoncé qu'elle allait préparer un décret pour enrayer cette fuite des capitaux du fait de toutes ces sanctions et du fait naturellement de la situation actuelle. Donc, la Russie a une position plus défensive et risque donc dans un temps très court de geler beaucoup d'avoirs du coup et d'actifs qui sont présents sur son sol. Il est fort à parier qu'il y ait une mesure qui soit prise du coup de rétorsion dans le sens inverse, alors certainement beaucoup moins agressive, mais ça pourrait typiquement, ça n'est qu'une supposition, mais on pourrait imaginer à ce moment-là que le contrôle des investissements soit un petit peu durci. À l'heure actuelle, ce n'est pas du tout le cas, mais c'est quelque chose à avoir à l'esprit qu'au niveau de la Russie, des choses se préparent au niveau d'un protectionnisme de guerre. Hein. Il faut pas avoir peur du mot. Donc, il est peut-être potentiellement prévisible qu'il y ait quelque chose au niveau des investissements étrangers. Encore une fois, au moins à court terme. On ne sait pas sur le long terme. Également, pour ceux qui attendent des paiements de la part de la Russie ou qui attendent des transferts, il y a effectivement le débranchement du système SWIFT qui pose quand même d'énormes problèmes à ce niveau-là. Et ça, c'est un paramètre aussi à tenir compte. Et on verra aussi, c'est un paramètre à tenir compte si vous avez des contrats avec la Russie ou qui fait intervenir des prestataires russes. So just a few points regarding the investment side, especially if you're a startup, so if you're a company that is waiting for investment from Russia or from Russian stakeholder. Right now, at least for France, there is no change regarding the foreign investment control rules for now. But at the same time, Russia is preparing a decree in order to stop any departure of foreign investment on the Russian soil. So it might be anticipated that EU and France will react by some sort of maybe a little bit more higher scrutiny regarding the investment, especially from Russia. But that is not confirmed at all. That is just a supposition. But that's something that should be in your mind, especially if you are waiting for investment from Russian stakeholder once again. And also, if you have a payment that needs to be done in whichever side, be aware that there is the SWIFT system disconnection in place. So a huge amount of difficulties for you to get paid or to have payment there. So that's something that is very critical right now. En ce qui concerne les enjeux juridiques, alors là, c'est un peu la partie plus matricielle en ce qui concerne vos contrats. La première chose à faire pour ceux qui sont notamment avec des startups qui ont beaucoup de liens internationaux, qui font de l'export, je pense également aux grandes entreprises ou même aux agences, il est très important d'évaluer le niveau de relation que vous avez
d'une part avec la Russie, naturellement. Si vous avez un contrat russe, là, effectivement, vous êtes directement concerné. Mais n'oubliez pas aussi que vous pouvez être touché par de la technologie russe. Et c'est effectivement ce que disait Jean-Daniel. Jean-Daniel a parlé plutôt de certains moteurs ioniques, il a parlé également du transport. Typiquement, si vous étiez prévu de lancer sur Soyuz, là, il y a effectivement un problème qui se pose à vous. C'est pour ça qu'il est très important, avant toute chose, d'évaluer presque au niveau stratégique votre relation avec à la fois la Russie, à la fois la technologie russe et à la fois les actifs russes. Donc ça, c'est vrai que c'est une vision un peu périmètre à avoir en tête. Ensuite, toujours bien évidemment suivre l'évolution réglementaire, et vous pouvez compter sur nous pour vous informer au fur et à mesure, d'avoir une vision générale. Mais comme je le dis tout à l'heure, vous allez avoir effectivement des grands textes qui vont être mis en place. Le grand problème et la grande difficulté, c'est d'anticiper l'application de ces mêmes textes sur votre situation particulière. Parce qu'effectivement, les textes, ils ont été pris d'abord en urgence. On parle de textes adoptés le 25 février. Quand vous voyez dans nos secteurs, dans d'autres secteurs, comme par exemple les télécoms, la durée nécessaire pour avoir une directive ou un règlement ou même ne serait-ce qu'une décision. Là, on a eu des décisions qui ont été prises de manière extrêmement précipitée, c'est d'ailleurs bien normal dans une optique de politique étrangère. Mais du coup, en ce qui concerne vraiment la gestion juridique, là, il y a une difficulté qui peut se poser. Ensuite, vous pourrez évaluer l'impact sur les négociations en cours si vous avez des négociations contractuelles et puis auditer certains contrats. So just if you have a startup or a company involved with Russia, think wider. It's important for you to evaluate the level of relation that you have with Russia, but also with Russian technology and Russian investment. And based on this, we'll be able also to monitor everything what's going on a regulatory point of view, but be aware that regulations right now especially are really high level. So you need to assess what's going to be the impact on your company, on your entity. And that's going to be a very timely process because it's a very recent type of regulations. Also, if you're negotiating contract right now that are involving Russian technology or that are involving Russia directly, be careful regarding the negotiation. That's something that you're going to need to adapt and to modify. And especially if you have also a contract on implementation or in progress right now, you're going to need to audit them. En ce qui concerne les enjeux contractuels, avant justement de passer à notre session Q&A, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Si vous avez des contrats que vous avez identifiés, soit directement avec la Russie, soit qui impliquent des fonds russes, soit qui impliquent des parties prenantes russes, soit des technologies russes. La première chose à faire, ça peut paraître encore une fois très évident, mais c'est important de le rappeler, c'est de maintenir un dialogue avec vos contractants. Ce qui se passe au niveau international, au niveau humanitaire est une chose. Quand vous avez un contrat, notamment un contrat par exemple d'export de satellites ou de mise en place de satellites, c'est quelque chose qui se fait sur plusieurs années, c'est un travail long. Vous avez déjà eu de longues négociations pour les mettre en place. Maintenez absolument ce dialogue et si vous avez par exemple un comité de pilotage, c'est le moment naturellement de demander sa réunion. On a en plus la chance d'avoir des moyens technologiques qui vous permettent de faire quelque chose sans avoir à aller en Russie avec les difficultés qui vont s'empirer au fur et à mesure de l'évolution du conflit. Donc là, c'est le moment effectivement d'avoir un dialogue constructif avec vos contractants, d'essayer de voir de leur côté quelle est leur situation, quelles sont aussi leurs pressions de leur côté par rapport potentiellement à leur gouvernement ou par rapport ne serait-ce qu'à leurs actionnaires ou à leurs parties prenantes dont on ne connaît pas forcément l'existence chez nous de notre côté. Anticipez également, si vous avez de la technologie russe, que vous allez avoir des retards de production et des retards potentiellement également lanceurs, si ce n'est même des annulations, mais qui de toute façon vont vous forcer à aller vers d'autres types de lanceurs, ce qui va de toute façon poser problème, puisque si vous ne serez malheureusement pas forcément le seul dans ce cas-là, donc vous aurez effectivement des listes d'attente et des clauses qu'il va falloir mettre en place. Par ailleurs, il y a également un autre problème qui peut poser des difficultés assez graves si notamment vous êtes acheteur de technologies étrangères par rapport à l'obtention des licences. Sachez que là, à l'heure actuelle, effectivement, c'est quelque chose qui est gelé, qui est suspendu. Donc là, vous allez avoir des délais qui vont être mis en place. Idem pour les conditions financières. Si vous attendez des paiements, si vous processez à des paiements, il va y avoir des retards. J'en profite également pour vous dire que si vous avez des contrats qui prévoient des milestones, des points d'attention et dans lesquels vous avez des versements attachés, là également aussi, vous allez avoir toute une modification potentielle de votre calendrier. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est pour ça que je vous conseille, ça c'est de manière générale, naturellement, il y a aussi le conseil par rapport à votre situation réelle et à votre situation concrète. C'est une situation plus générale et plus fictive que j'imagine, mais en règle générale, et c'est un conseil qui peut paraître bateau, mais encore une fois,
il ne faut pas, la situation peut paraître grave et on peut parfois céder à une certaine panique. Il faut maintenir absolument le dialogue avec vos co-contractants et voir quelle est aussi, eux aussi leur situation. Vous pouvez avoir des co-contractants, notamment russes ou qui ont des investissements russes et qui vont vous dire que là, ça ne va plus être possible du tout et qui vont avoir une vision très dramatique des choses. Mais vous pouvez avoir aussi des co-contractants qui voudront maintenir ce contrat ou qui voudront essayer de trouver une solution. Donc là, c'est important pour vous d'ouvrir ce dialogue et dès maintenant. Et alors, c'est pour ça que j'ai mis la notion de la clause de force majeure. Attention à la clause de force majeure. Je vous rappelle que la clause de force majeure en droit français et dans beaucoup de juridictions européennes, de toute façon, et même au niveau mondial, est une clause de résolution du contrat. Donc là, le contrat tombe totalement. Attention aussi parce que, est-ce que, typiquement, si vous êtes un acheteur français, est-ce que la notion de guerre dans une clause, prise dans une clause de force majeure peut être véritablement applicable à votre contrat? C'est quelque chose qu'il faut vérifier vraiment au cas par cas. Et attention également parce que si vous avez une partie simplement de votre projet qui est concernée par des technologies russes ou par un apport russe, l'activation de la clause de force majeure peut faire plus de mal que de bien à ce niveau-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour vous de faire attention, surtout si vous commencez à recevoir des sollicitations par rapport à cette clause-là. Si vous commencez à voir cette clause-là sortir dans vos débats, c'est quelque chose il faut prendre un peu un temps de recul et analyser très clairement les conséquences que ça peut avoir par rapport à vous et par rapport à votre projet, votre responsabilité également. So just a few contractual points before going to the Q&A session. Keep the dialogue open with your co-contractors, especially, I mean, even if they are Russian, if it's like a Russian government entity, if it's a Russian stakeholder, if it's a Russian fund, whatsoever, keep the dialogue open. Of course, you may have some co-contractor that will be willing to cut the dialogue immediately, but most of the time, it's good for you to keep this dialogue open. If you have a steering committee scheduled on your contract, please, you can open it, and that's a good moment to trigger the steering committee clause. Regarding the delays, and as Jean-Daniel mentioned regarding the very specific, for instance, engines or the very specific launchers available in Russia, they're going to have some production delays and some launchers delays. Also, further delays because of the licensings for export, especially if you are on an international transaction. Well, now you know there is a suspension, so that's going to be a difficulty. And also, financial condition will be impaired because of these delays. This needs to be debated right now, especially if you have like blatant Russian interest in your contract and project. That's something you need to really discuss right now in order to find a solution, maybe an alternative even solutions, but that's something that's going to keep your contract alive and your project alive. And that's something that is very important. I was mentioning force majeure because you may have some input and some alert regarding force majeure. Be careful because force majeure, especially under French and most of the jurisdiction in the world, force majeure is the end of the contract, basically the end of the project. So if you trigger it, be very careful of the consequences. Also be very careful especially if you are French or UK or Spanish, for instance, stakeholder, if you have a force majeure clause and you trigger it, well, there is not any war in your country. So you see what I mean. If you are war mentioned on the force majeure clause, that may not really be applicable, at least right now. So that's something to be really delicately maneuvered. So be careful with the force majeure clause once again and keep the dialogue open. Jean-Daniel, sur cette série de slides, est-ce que tu avais des inputs, quelque chose à dire de plus? Non, très bien pour moi. Rien à rajouter par rapport à ce que tu as dit. C'était très complet. Parfait. Merci beaucoup. OK, donc maintenant, on va passer à la session de Q&A. Vous avez une possibilité d'écrire vos Q&A en direct. Je crois que vous pouvez également lever la main ou sinon vous mettez dans la chat box si vous souhaitez prendre la parole. Je vous donne la parole immédiatement. Juste en ce qui concerne quelque chose, on garantit votre anonymat si vous souhaitez avoir l'anonymat. On applique ici la règle de Chatham House, c'est-à-dire que tout ce qui est dit ici, notamment entre vous dans la Q&A, est quelque chose qui doit rester dans ces échanges-là. Bien sûr, en ce qui concerne les slides, et nous, ce que l'on a dit avec Jean-Daniel, c'est quelque chose qui est public, mais en revanche, les échanges de Q&A, on essaie d'avoir un certain niveau de confidentialité pour que vous puissiez à l'aise pour pouvoir partager vos expériences si vous en avez. Et naturellement, si vous avez des questions plus personnalisées et sensibles, on peut également faire une consultation. Si vous avez des questions relatives aux aspects purement juridiques ou si vous avez du juridique et du stratégique, c'est quelque chose qu'on pourra faire avec plaisir avec Jean-Daniel. Strategic question of a legal question, of course, we will sorting out.
and let us know if you need any more helps. See you guys later. I think, as I was mentioning earlier, that we're going to have an extra session regarding the developments of the situation. Merci à tous encore une fois, et puis écoutez, à très bientôt.